Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Santé et Développement. Depuis quelques semaines, nous parlons des handicaps au développement personnel de l'homme. Aujourd'hui, nous allons parler de la rue comme handicap au développement personnel de l'enfant. Bonjour, docteur Valentin Agon. Bonjour, Awa. Comment vous allez? Je vais très bien. Alors, depuis quelques semaines, nous parlons des handicaps au développement personnel de l'homme. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire le résumé de tout ce que nous avons eu à dire ici dans cette émission? Oui, merci beaucoup. Et nous avons parlé de trois sphères déjà. Aujourd'hui, nous sommes sur la quatrième sphère, c'est-à-dire le développement de l'homme dépend de certains milieux. Et ces milieux influencent heureusement ou dangereusement l'avenir de l'enfant ou de l'adolescent. Le premier milieu que nous avons touché, sur lequel nous avons parlé ici, c'est le milieu religieux. Le milieu religieux, c'est un milieu où l'adolescent ou l'homme en général, quel que soit son âge, l'être humain apprend à se développer. L'être humain se transforme. Tout milieu qui transforme un individu est un milieu sur lequel on doit s'interpeller. Pour se marier, c'est le responsable religieux qui choisit même le mari ou la femme à l'autre, ce qui est totalement contraire à l'ordre des choses. Ce n'est pas pour leur bien peut-être? Pas du tout. Le mariage se base sur l'amour entre deux personnes. Si un foyer n'est pas basé sur l'amour, tôt ou tard, ce foyer volera en éclats. Peut-être que ces personnes religieuses sont là. C'est de l'Antiquité. Non, c'est de l'Antiquité. C'est de l'Antiquité. C'est dans l'Antiquité qu'on choisit. Toi, voici ton mari. Toi, voici ta femme. Aujourd'hui, il faut que l'autre aime l'autre pour toujours vivre ensemble. Mais on a vu que dans l'Antiquité, les foyers qui se sont basés peut-être sur l'encadrement des chefs religieux, ces foyers-là quand même prennent le temps. Je ne refuse pas l'encadrement des chefs religieux, mais je refuse que le chef religieux décide de l'avenir d'un couple, de l'avenir d'un être humain. Non, il n'est pas là pour décider de l'avenir d'un être humain. Non, il faut vraiment cette indépendance vis-à-vis des pouvoirs religieux, parce que le pouvoir religieux peut vous détruire. Donc, ou peut vous construire. Vous appelez peut-être des gens au discernement. À avoir le discernement. Le discernement. Savoir ceci est facteur de mon bien ou ceci m'aliène. Il faut être capable de voir. Et puis la seule référence qui permet, je parle du siècle chrétien, la seule référence qui permet de savoir qu'on est sur le bon chemin, c'est la Bible, c'est les Écritures. Parce que c'est déjà écrit, tu as la capacité de lire, de voir, de contempler si c'est vrai ou faux. Si c'est vrai ou faux. Et de faire aussi l'expérience soi-même. Comme les Béréens examinaient les propos de Paul pour pouvoir savoir si Paul est dans la bonne voie ou non. Alors, voilà. Donc c'est ça, le religieux, il faut éviter se soumettre à un pouvoir totalitaire, un pouvoir abusif, un pouvoir qui influence votre avenir, un pouvoir qui vous bloque pour votre progrès. Il faut dire non à ça et prendre son avenir en main. Peut-être que ça n'influence pas aussi négativement. Non, j'ai dit que j'ai déjà parlé du côté positif. Je parle de ce qui est négatif. Si le pouvoir totalitaire, s'il y a un pouvoir totalitaire au sein du religieux, échappez à ça. Et on n'a pas le temps d'en parler ici. J'ai vu beaucoup de choses. Au Bénin ici, le pouvoir religieux a détruit tant d'âmes, tant de personnes. Et puis c'est grave. Ils sont appelés à sauver ces âmes. Oui, et il les détruit. Paul a dit ça, qu'il y a des loups qui vont se revêtir de peau d'agneau et rentrer dans le troupeau de Dieu. Et donc c'est comme ça même. David Koresh en Amérique, il a fait tuer ses fidèles. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de chefs religieux qui ont éliminé leurs propres fidèles. Parce que dans le milieu religieux, on croit sans poser de questions. Et non, il ne faut pas croire sans poser de questions. Il faut croire, mais aller chercher si ce qu'on te dit est conforme aux références. Et par rapport à l'enseignement qu'on te donne, si on te dit qu'il y a un mythe. Et il y a quoi? Qu'il y a un mythe. Un mythe? Oui. Mais s'il y a un mythe, le mythe reste à la place des mythes. Mais la réalité est que dans les Écritures, dans le Coran, on doit avoir la capacité d'aller consulter soi-même qu'est-ce qui est dit. Et moi, ce que je connais mieux, c'est la Bible. Et donc, si c'est milieu religieux, milieu chrétien, il faut absolument que chaque fidèle soit capable de s'interroger et de ne pas boire comme un cochon, mais de s'interpeller, de s'interroger sur ce qu'on lui dit. Et d'aller se ressourcer
dans la Bible. Dans la Bible. Voilà. Alors maintenant, on va Ça, c'est revenir. le côté chrétien, côté religieux, ça. Mais il reste encore le côté éducatif, le côté scolaire. Et donc, on peut avoir aussi des handicaps sur le chemin de l'école. Quels sont ces handicaps? Nous avons dit qu'il y en a plusieurs sortes, et surtout trois. Si le système d'éducation de l'école ne rend pas l'adolescent ou l'enfant capable d'être curieux, c'est un mauvais système. Si le système d'éducation ne rend pas l'enfant capable de se débrouiller lui-même, ne permet pas que les mains de l'enfant ou de l'adolescent ou de l'étudiant fasse un exercice. et soit le prolongement de son cerveau, c'est déjà un problème. Parce que l'enfant doit sortir de l'école, soit sortir de l'université, capable d'utiliser ses mains. Et capable de produire aussi. De produire quelque chose, capable de faire quelque chose. Et le troisième indice, là, si à l'école ou à l'université, le système ne permet pas à l'enfant d'être entrepreneur, c'est-à-dire capable de se dire, je peux faire ceci, je peux être tel, je peux entreprendre dans ce tel ordre. Si le système ne permet pas à l'enfant d'avoir l'audace de se dire, de se projeter dans l'avenir pour se dire, je peux être capable de faire ceci. Moi, je peux oser faire ceci. Si ce n'est pas ça, c'est un système qui handicape le développement de l'enfant. Et ce qui est grave est que l'enfant est arrivé à l'école naïf. Il faut qu'il sorte de l'école curieux, vivant, et capable de se projeter, capable de créer des choses, capable d'entreprendre. Il ne faut pas que l'enfant sorte de l'école encore naïf. Mais une chose est d'aller à l'école, mais c'est d'acquérir les connaissances et sur le terrain vous guide, n'est-ce pas ça? Non, depuis l'école, le terrain de l'école doit vous préparer. Eh bien, je vous ai dit que l'enfant est comme une graine. Une fois semé, l'enfant doit pousser, et puis pousser ses racines et produire des fruits. Produire des fruits, c'est chose normale d'un arbre. Mais être d'abord à l'école, c'est l'étape d'acquérir d'abord des connaissances. Mais c'est pourquoi l'enfant et l'apprenant et le système sont les trois coupables. Si l'enfant ne réussit pas, il y a trois coupables. Il y a le système de l'éducation qui est enseigné à l'enfant à l'école. Il y a les éducateurs, y compris les parents. Et il y a l'enfant lui-même. Parce que l'enfant, comme une plante, doit pousser ses racines dans la terre pour puiser ses ressources. L'enfant doit pousser sa tête dans les livres, dans les recherches, pour nourrir son esprit. Un enfant qui ne lit pas ne sera rien, sera bête, sera naïf. Un enfant qui se cultive, qui cherche et qui fouille, va dépasser son maître. Mais un enfant qui veut rester... C'est ce qui est souhaité toujours, que l'enfant dépasse son maître. C'est ce que le maître veut. Donc, il faut que le système soit revu dans toute l'Afrique pour permettre aux enfants d'être curieux, créateurs et entrepreneurs. Ça, je ne cesserai jamais de le dire. Parce que c'est le chemin du développement de l'Afrique. Et c'est le chemin de la réussite. De la réussite. Maintenant, c'est quoi le troisième volet? Le troisième volet, c'est consacré à la sphère socio-culturelle, à la famille, aux parents, c'est-à-dire aux pères, mères, tantes, tout cela, l'ensemble de cela. L'ensemble de cela transforme la vie de l'enfant. Cela peut handicaper aussi le développement de l'enfant. Pourquoi? Parce que l'enfant est d'abord né en famille et doit grandir dans la famille. Eh bien, j'ai souligné des handicaps au développement de l'enfant. Quels sont ces handicaps-là? Tels que les corrections corporelles. Les corrections corporelles, le fait de bastonner, de taper l'enfant, j'ai souligné ici que c'est transformer l'enfant en de violent. Tu es en train de dire à l'enfant, fais comme ce que je te fais, à tes semblables demain. Les prisons sont en majorité remplies par des enfants qu'on a bien bastonnés, des enfants à qui on a fait mal et qui veulent aussi vivre en marge de la société pour faire mal à d'autres. Est-ce que pendant qu'on éduque l'enfant, est-ce qu'on n'a pas besoin d'un peu de chicotte pour montrer à l'enfant? Jamais de chicotte, jamais. Je répète, jamais de chicotte sur l'enfant. Il ne faut jamais taper l'enfant. Il faut parler à l'enfant. L'éducation, c'est dans les oreilles. Ce n'est pas le corps. Il y a de ces enfants aussi qui sont récalcitrants, qui ont besoin quand même d'un peu de chicotte. Il ne faut pas taper l'enfant. On ne tape pas l'enfant. L'enfant même de qui? L'enfant, ce n'est qu'un fragile. Et j'ai donné la définition de l'enfant ici. L'enfant, c'est celui qui est capable de ne pas bien faire. Il est capable de ne pas bien faire. Lui ne peut pas bien faire. Et le parent les met tous ceux-là qui sont là pour l'aider à bien faire. Tu tapes à quelqu'un qui ne peut que mal faire. L'enfant ne peut que mal faire. Pour lui, c'est la naïveté. Et il faut l'aider à savoir bien faire.
il ne faut jamais taper l'enfant. Taper l'enfant, c'est ruiner son avenir, c'est ruiner son destin, c'est le transformer en de violent. Donc, pour vous, taper un enfant, c'est l'handicaper. C'est le détruire. Donc, les handicaps au niveau de la famille, c'est taper l'enfant, tirer les oreilles à l'enfant, donner des coups à l'enfant. Et il y a des parents, quand ils rentrent, les enfants fuient. Mais c'est un lion qui rentre à la maison. Ce n'est pas un père. Quand moi, ma voiture arrive, mes enfants m'attendent au garage, attendent de m'embrasser, attendent de m'accueillir. Je ne les frappe jamais. Je ne les frappe jamais et je ne permets pas qu'à l'école, on frappe mes enfants. Tu frappes mon enfant à l'école, je te traduis en justice. Mais c'est comme ça, c'est de cette manière qu'il faut élever les enfants pour avoir des citoyens capables d'être normaux, capables d'agir. Il y a de ces enfants-là qui n'aiment pas qu'on les laisse aussi facilement. Il faut quand même un peu de piment. Non, pas de piment. Pas de piment. Pas de piment dans la vie de l'enfant. Il faut aider l'enfant. Il faut parler à l'enfant. Il faut parler à l'enfant. Moi, j'ai sauvé beaucoup d'enfants. J'ai sauvé beaucoup d'enfants juste en leur parlant seulement. Je lui parle. Et je lui parle. Je le fais asseoir encore. Je lui parle. Il ne faut pas cesser de parler à l'enfant. Vous allez voir, c'est la parole qui transforme l'enfant. Ce n'est pas la chicotte. La chicotte détruit l'enfant. C'est la parole. Juste parler à l'enfant, rien que lui parler. Rien que lui parler. Et l'enfant développe la confiance en lui, t'écoute et dit, oui, je peux quand même. Et il vous fait confiance également. Si l'enfant vous fait confiance, vous l'avez gagné. Et c'est comme ça qu'il faut transformer l'enfant. Quand une plante, quand vous semez une plante, et la plante là, prend une autre direction au lieu d'aller tout droit en haut là, est-ce qu'on frappe cette plante? On redresse cette plante en lui mettant un tuteur et on l'attache au tuteur et il prend tout doucement la forme. Puisque la plante n'a pas d'oreille, on est obligé de redresser la plante comme ça. Mais l'enfant a une oreille, a des oreilles. Parlez-lui et puis il se transforme. Alors, on va maintenant parler. Alors, donc, voilà l'ensemble de ces trois sphères-là qui peuvent handicaper l'éducation de l'enfant, le développement de l'enfant, faire en sorte que l'enfant ne sera pas ce qu'il Alors, nous allons revenir maintenant à la rue. Le dernier. Le dernier qui est la rue comme handicap au développement personnel de l'enfant. Pourquoi la rue serait un handicap pour l'enfant? D'abord, la rue, là, c'est quoi d'abord? On dit rue. La rue, c'est tout ce qui influence l'enfant en dehors de l'école, en dehors des parents, en dehors du cercle religieux, de la mosquée ou du couvent ou de l'église. Tout ce qui n'est pas de cette sphère-là, c'est ça qu'on appelle l'ensemble, la rue. Et la rue aujourd'hui, c'est les camarades de classe, c'est les gens qu'on rencontre dans la rue, c'est la télévision, c'est l'Internet, c'est WhatsApp, c'est Facebook, tout ce qui se passe en dehors de l'éducation que les parents, les maîtres à l'école, les professeurs donnent et qui échappe aux parents. Et que l'enfant seul a les oreilles ouvertes et à cette sphère-là. L'enfant a plus le plaisir d'écouter ses camarades que d'écouter ses parents. L'enfant fait plus confiance à ses camarades qu'à ses parents. Parce que l'enfant... Ce sont ses camarades. Ce sont ses camarades et l'enfant trouve que voilà, nous sommes de la même génération, donc on peut se parler, se comprendre. Oui. Alors qu'avec les parents, c'est un peu difficile. Non, ce sont les parents qui doivent rendre facile. Moi, mes enfants ont plus de facilité à me parler qu'à leurs amis. Nous reviendrons sur le rôle que les parents vont jouer pour favoriser une amitié entre l'enfant et eux-mêmes. D'accord. Donc, on va d'abord parler des handicaps. Des handicaps. Donc, dans la rue, l'enfant qui a son portable, l'adolescent qui est collé à son portable et qui est sur WhatsApp et qui écoute tout et qui écrit à tout le monde, et à qui tout le monde écrit aussi et qui rentre dans des groupes où on regarde des choses bizarres. Et l'enfant là se détruit tout doucement. La télévision, parfois on dit moins 12 ans, moins 10 ans, interdit à moins 16 ans, interdit à moins 18 ans. Donc tous ces interdits, c'est pour dire, ce qui va se passer ne va pas favoriser la bonne éducation de l'enfant, peut détruire l'enfant, c'est pourquoi on dit moins 10 ans. Mais puisqu'on a dit moins 10 ans, les enfants sont tellement curieux, ils veulent savoir ce qui se passe. Ce qui se passe. Pourquoi on leur interdit de regarder? Voilà. Et donc, il faut que les parents veillent à ça. Et un enfant d'un milieu va dire, moi j'ai regardé les moins 10 ans, j'ai regardé les films de moins 12 ans. C'est intéressant. C'est intéressant, c'est ceci. Tu peux essayer. Et tu peux essayer. Donc, ce sont les enfants des adolescents qui amènent d'autres adolescents à goûter à la drogue, à goûter à la cigarette, à goûter à l'alcool, à aller voir des films pornographiques dans des cercles fermés. Ce sont ces rues, ce sont ces genres de choses-là qui aliènent l'enfant.
Vous avez votre enfant à la maison qui paraît sérieux, mais c'est déjà un autre être que vous avez. Il est déjà un autre être humain, totalement transformé. C'est des enfants qui ont pris le goût au vol et à des détournements ou à des choses bizarres qui vont apprendre à votre enfant comment on détourne de l'argent, comment on vole. On dit qu'il vole un œuf, volera un bœuf. C'est comme dans l'enfance que l'enfant commence à utiliser sa langue pour bien mentir, pour rouler un adulte ou pour faire des choses. Donc, c'est entre camarades, c'est sur les Facebook, c'est sur les WhatsApp qui ont de bonnes choses aussi. Qui ont de bonnes choses. Parce que moi, je dirais même que la rue participe aussi à l'éducation de l'enfant. Non, non. La rue détruit l'éducation de l'enfant. La rue... Certes, il y a le côté négatif, mais il y a également le côté positif. Non, parce que ça je ne peux même pas trouver 5% dans la rue favorable à l'émancipation de l'enfant. Parce que quand l'enfant est avec ses camarades, quand l'enfant parle, ça lui permet de s'intégrer au milieu. L'intégration sociale de l'enfant, je ne parle pas de ça là. Mais je parle de ce que l'enfant a un esprit très ouvert à ce qui arrive de la rue. Parce que la rue n'a pas de règles. La rue, c'est le lieu de la destruction, de la socialisation de l'enfant. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la socialisation primaire et la socialisation secondaire. Et donc, ces deux formes de socialisation sont influencées par la rue, par tout ce que l'enfant voit et qui échappe aux parents. Un enfant qui est de bonne culture, de bonne éducation, va transformer, va apporter quelque chose de bon aux autres enfants. C'est ce que vous trouvez de positif. Oui, mais la plupart de ce qui se passe dans la rue aliène le capital éducatif de l'enfant. C'est-à-dire tout ce que l'enfant a pu prendre à l'école, à l'église, à la mosquée, au couvent, chez les parents, la rue tend à détruire ça. C'est-à-dire tout ce qui est hors de ces sphères-là, c'est tout ce qui veut détruire ce que l'enfant a bien appris. Ah, les parents disent ça, non, il faut essayer. Les parents disent ça, non, il faut essayer. Moi, je ne fume pas et je ne bois pas de l'alcool. Mais j'ai goûté à l'alcool en 1978, le 31 décembre. On était en joie et puis un camarade m'a dit, mais quand on va faire un mélange de suze, de sel boisson, de la bière, de ceci, que c'est fantastique. Et il m'a fait un verre. J'en ai bu juste de la moitié, là, à la moitié. Et je n'avais plus le chemin pour revenir chez moi. Je vomissais tout au long du chemin pour rentrer chez moi. Donc, c'est mon camarade qui m'a induit à boire ce mélange explosif. C'est la découverte de ce côté de la vie. Toute découverte ne vous sauve pas. Toute découverte, vous ne sortez pas tous vivants de toute découverte. Et donc, encore, dans une partie de chasse, là, un camarade m'a dit, mais il faut fumer. Bon, c'était une cigarette qu'on appelle gauloise. Une cigarette il m'a fait fumer une fois. Et lorsque j'ai aspiré une fois cette fumée-là, mais j'ai toussé, j'étais malade. C'est la seule fois que j'ai touché à la cigarette. C'est ça, c'est ce que je suis en train de dire. Donc, c'est les enfants, c'est les camarades. Expériences-là pour voir que dans la vie, tout n'est pas rose. On n'a pas besoin. Du fait que vous avez toussé, du fait que vous n'avez pas pu rentrer chez vous parce que vous avez pris de l'alcool, cela vous permettra désormais de dire, voilà, je ne prendrai plus de l'alcool. Au contraire, d'autres vont prendre goût à la fumée, là, et vont prendre goût à la boisson. D'autres vont partir jusqu'à goûter la drogue. C'est grave. Il ne faut pas que l'enfant fasse d'abord l'expérience. On connaît déjà tout de ça. Il ne faut pas que... Peut-être vous connaissez, mais l'enfant ne connaît pas. Il ne faut pas laisser l'enfant faire de mauvaises expériences. Regardez, aujourd'hui, il y a le sida. Ce sont les enfants qui impliquent d'autres enfants. Mais non, moi j'ai réussi à faire l'expérience sexuelle. Hein. J'ai fait ceci. Hein. Mais banalement, l'enfant peut se faire partager, se faire avoir facilement. L'enfant, combien d'enfants? Moi, j'ai rencontré, depuis l'année 2000 à cette année, j'ai rencontré plus de 3600 personnes victimes du sida. Et tous les âges, même des enfants. Il y en a même que j'ai adoptés. Donc, c'est grave. Ce que je dis, c'est du vécu que je parle. Il ne faut pas laisser les enfants se faire détruire par la rue. La rue détruit l'enfant. Il faut que les parents regardent ce que l'enfant regarde sur son portable. Il faut que les parents, jusqu'à 21 ans, il faut contrôler l'enfant. Qu'est-ce que tu regardes là?
C'est quoi ce que tu regardes? Jusqu'à 21 l'enfant. on peut contrôler l'enfant. Moi, je trouve que c'est un peu exagéré. Non, ce n'est pas exagéré. À 18 ans, on peut laisser l'enfant. Non, 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 non. La loi nous dit l'enfant est majeur à partir de 21 ans. Et donc, jusqu'à 21 ans, il faut accompagner ton enfant. Il faut dialoguer avec l'enfant. Montre-moi ce que tu fais. Tu as dit quoi? Tu as fait quoi? Et montre-moi ça. Il faut aider l'enfant. Ce n'est pas pour frapper l'enfant. Ce n'est pas pour faire mal à l'enfant. Mais c'est pour aider l'enfant. C'est pour accompagner l'enfant sur le chemin de la rue. La vie est dangereuse parfois pour ceux qui n'ont pas l'expérience. Moi, j'étais en Belgique, j'étais à Einstein dans les années 90. J'étais parti pour étudier. Nous étions 3 Africains à vivre à Mons, en Belgique. Et parmi nous 3, j'étais le seul. Moi, j'ai dit, je voudrais être premier à la fin. Et les autres n'ont pas cette vision. Toutes les nuits, ils sont dans toute la ville de Bruxelles. Ils sont dans les rues de Bruxelles. Ils ont fait toutes les expériences. Mais je vous dis, parmi mes camarades, mes 2 là, il y en a un seul qui est vivant aujourd'hui. L'autre a pris le sida avant de revenir en Afrique. Il est mort déjà. Donc, c'est grave. Ce que la rue vous apprend, c'est la mort, c'est la destruction. Donc, il faut faire attention à ce que la rue nous apprend. Et il faut que les parents aident les enfants à communiquer avec les parents pour les aider à ne pas tomber dans ces pièges. Dialoguer avec les enfants, communiquer avec l'enfant, aider l'enfant à partager avec vous. Soyez les amis de vos enfants. Ne soyez pas méchants vis-à-vis des enfants. Que l'enfant soit votre ami et vous soyez son ami et vous allez l'aider. C'est ça ce que nous pouvons dire. Alors, nous allons faire une pause publicitaire et on revient sur ce plateau. Chères Béninoises et chers Béninois, nous voici maintenant dans un grand tournant parce que il y a quelques mois, quelques semaines, nous avons lancé la couveuse ABC Bénin. Avec cette couveuse ABC Bénin, nous avons un grand projet, un très grand projet de production de volailles au Bénin. Nous avons initié ça, nous avons lancé ça, et puis la couveuse circuit déjà au Bénin. La couveuse là contient jusqu'à 1056 œufs de pintades comme de poules. Et au Bénin ici, nous voulons participer à la production des volailles. Nous avons choisi 2 espèces, les poulets Goliath et les pintades. Ces 2 espèces, nous voulons les produire en grande échelle, atteindre un très grand nombre. Et ici, dans notre ferme à Boycon, nous avons utilisé la couveuse ABC Bénin. Et avec cette couveuse ABC Bénin, nous avons acheté les œufs de pintade et les œufs de Goliath en février-mars. Nous avons eu les poussins. Nous avons déjà aujourd'hui beaucoup de géniteurs, beaucoup de génitrices. Et nous voudrons dire aux Béninois, venez acheter la couveuse ABC Bénin. Avec cette couveuse ABC Bénin, vous pouvez réaliser le rêve du Bénin qui est de participer, de produire les volailles au Bénin pour que même le Nigeria puisse consommer nos volailles. Il faut produire de volailles au Bénin et vendre au Nigeria. C'est pourquoi, avec la couveuse ABC Bénin, qui ne coûte que 760 000 francs, vous payez les 560 000 francs en 3 étapes. 500 000 francs et vous prenez votre couveuse. Et quelques mois après, vous payez encore la moitié du reste. Et enfin, vous finissez. Et vous pouvez aller comme nous, aller chercher les œufs comme nous. Nous pouvons même vous aider. Et donc, nous voulons que les Béninoises et les Béninois s'engagent dans la production des volailles. On peut résorber le chômage au Bénin rien qu'avec les volailles. Nous avons 200 millions de personnes au Nigeria qui ont besoin de manger des poulets, qui ont besoin de manger des volailles. Et nous devons aller produire et aller vendre au Nigeria, vendre au Bénin, vendre au Togo, vendre dans toute l'Afrique. Parce qu'avec ABC Bénin, nous on veut aller très loin. Nous invitons tous les Béninois et toutes les Béninoises à acheter la couveuse ABC Bénin pour atteindre et réaliser ce grand rêve. Si vous êtes intéressé, appelez simplement le téléphone 67 67 36 80. Je répète, 67 67 36 80. Des poulets qui pèsent jusqu'à 4 kg. C'est du jamais vu. Poulet Goliath. Il faut développer le Goliath pour le développement du Bénin. Il faut développer les Goliath pour nourrir les Béninois, pour nourrir les Nigérians. Et ils sont 200 millions, ils sont très nombreux au Nigeria. Ils ont besoin de pintades, ils ont besoin de poulets et nous devons le faire. Sinon, c'est comme si nous sommes à la porte d'une mine que nous ne voulons pas profiter. Nous devons profiter et aller dans ce sens. Alors, nous voilà de retour sur ce plateau. Docteur Valentin Agon, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil avant la conclusion? Les conseils, j'en ai même déjà tout donné. Il faut faire de l'enfant votre ami. Aimez vos enfants. Aimez vos enfants. Je répète, aimez les enfants. Ne les frappez pas. Aidez-les à vous comprendre, à savoir que vous êtes là et vous luttez pour leur avenir. Vous êtes là pour les construire.
C'est tout ce qu'il faut faire. Il faut aimer l'enfant et tout le reste sera fait sans problème. Mais avant de finir, je voudrais dire aux Béninoises et aux Béninois que nous sommes en décembre où il faut aller sur le site agonvalentin.com pour participer, pour cliquer sur le prix IPA et participer à la compétition africaine que j'ai gagné, le Grand Prix cette année. Il faut que d'autres Béninoises et d'autres Béninois gagnent. C'est pourquoi allez sur mon site agonvalentin.com, www.agonvalentin.com et cliquez sur le prix IPA pour vous inscrire votre innovation, pour voir aussi participer à cette compétition africaine et gagner. Et ramener le trophée au Bénin. Au Bénin, c'est ce que je souhaite. Comme vous l'avez fait. Oui. Alors voilà, ce sera tout pour cette émission. Merci de nous avoir suivis. À jeudi prochain.